Nous rentrons donc dans notre deuxième temps de la journée, après l'évolution des parcours migratoires, l'évolution, vous voyez là, des dispositifs et réglementations. On a prévu ce temps en deux parties. Une première avec Julien Long, qui est ici même à mes côtés, et ensuite on aura 3 voire 4 intervenants qui prendront place à sa suite, toujours sur cette même thématique, parce qu'elle nous a semblé vraiment costaud, si j'ose dire. Donc Julien est doctorant en histoire contemporaine et sociologie à l'université de Nantes. Son sujet de thèse, c'est une histoire d'une jeunesse des marges, migration juvénile vers Paris et Londres de 1990 à nos jours. Et j'ai relevé parmi les nombreuses publications ou articles qu'il a déjà rédigés, une étude qui est Grandir en exil, expérience juvénile au cœur des trajectoires migratoires des mineurs non accompagnés venus d'Algérie et du Mali. Et puis une seconde, en 2021, mineurs non accompagnés et délinquance, déconstruire les infox et préjugés. Vous voyez il y a une continuation avec l'intervention précédente. Julien est collaborateur aussi de l'Institut Convergence Migration, institut avec lequel la FEP collabore. Donc Julien, je vous laisse la parole et après on aura un temps de questions-réponses aussi comme tout à l'heure. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis vraiment ravi d'être ici, de revenir à Paris et d'être invité ici par la FEP. Un peu aussi extrêmement ravi de pouvoir passer après Madame Witold de Wenden qui justement dont les travaux ont vraiment alimenté ma réflexion d'étudiant qui aujourd'hui est vraiment le terreau de ma réflexion. Oui, effectivement, donc moi, je travaille sur l'évolution des dispositifs, mais aussi des trajectoires migratoires des mineurs non accompagnés, puisque vous savez, on a tendance à montrer que la situation des mineurs non accompagnés est une situation inédite, ancrée dans le présent, à quel point qu'il est obligé d'apporter des réponses spécifiques, bien souvent dérogatoires, des principes généraux de la protection de l'enfance, pour y répondre. Nous, on travaille en histoire sur une histoire des migrations juvéniles, puisque ces migrations, ces jeunes mineurs en exil ne sont pas une nouveauté de la fin du XXe siècle, du début du XXIe, mais sont plutôt une permanence de l'histoire coloniale et puis post-coloniale. Il faut bien penser que la circulation d'enfants dans l'espace impérial, et particulièrement des enfants qui étaient considérés comme métis, particulièrement pour la France des Eurasiens et Eurasiennes, est une permanence historique, évidemment, de ce déplacement. Et donc, je vous propose ici de faire une évolution des liens qui se sont entretenus entre l'autorité publique de la protection de l'enfance, mais aussi de l'État, les jeunes et les familles, et à travers ces liens, de voir finalement l'évolution des dispositifs, des trajectoires jusqu'à aujourd'hui. Comme toute bonne histoire, je vais commencer par la fin. Le 31 janvier 2019, un décret est pris par le Premier ministre dans la suite de la loi Asile et Migration. Ce décret donne le concours aux préfectures pour l'évaluation de la minorité et la mise en place d'un fichier qu'on appelle appui à l'évaluation de minorité, qui permet finalement de ficher les jeunes qui n'ont pas été reconnus mineurs. Nous, on les appelle déminorisés. C'est un acte assez particulier qui aujourd'hui est offert à des associations. On en reviendra après. Et donc, le but ici, c'est évidemment de traiter la question des jeunes isolés étrangers à travers la question migratoire. On est 30 ans après la CIDE et on voit bien que l'évolution des réglementations nuisent complètement aux principes généraux de la protection de l'enfance. On est dans la continuité de ce que disait tout à l'heure Madame Witold de Wenden, c'est qu'il y a une contradiction assez importante, un paradoxe entre les éléments que l'on met en avant et les pratiques réelles sur le terrain. Donc c'est-à-dire que 2019 consacre, après près de 30 ans, deux principes importants. Le premier principe, c'est de plus en plus le glissement de la question de la protection de l'enfance autour de ces jeunes à la question migratoire et du contrôle des frontières. Et donc tout ceci montre qu'il y a une mécanique de soupçon qui pèse sur ces jeunes et qui fait qu'aujourd'hui, de plus en plus, l'évaluation ne se base pas sur des critères socio-éducatifs, mais sur l'apport de preuves administratives de la minorité et de l'isolement. C'est à quoi le fichier AEM, qui a été mis en place en 2019, servait.
Mais on pourrait croire que cela a toujours existé et que la protection de l'enfance a toujours mis en place justement cette logique de minorité. Or, dans les archives, notamment du 93, c'est totalement inexact, puisque nous voyons que dans les années 90, un grand nombre de personnes qui sont prises en charge parce que isolés étrangers sur le territoire sont des majeurs. Ça veut dire qu'avant même que la question de la crise migratoire vienne complètement transformer notre vision de l'autre, de l'altérité, notamment de ces jeunes, eh ben, il existait des processus qui permettaient au département de prendre en charge administrativement des jeunes isolés étrangers majeurs. Ce qui est évidemment pour montrer qu'il y a un décalage justement sur cette question de la frontière de la minorité par rapport. Pour revenir un peu plus loin, partons en 1945. Il y a la même situation, c'est-à-dire que la question des jeunes isolés étrangers s'inscrit dans les années 50 d'une situation plus vague de jeunes isolés. Il faut se rappeler qu'il y a un nombre important déjà en France de populations qui sont isolées, de jeunes isolés. Ce sont des jeunes itinérants qui vivent loin de leur famille et dans les années 60, en 1962, le recensement montre qu'il existe 80 000 jeunes isolés étrangers en France. Évidemment, à cette époque-là, la question de l'extranéité n'était pas la même, puisque rappelons-nous que les Espagnols, les Portugais étaient considérés comme des étrangers, alors qu'aujourd'hui, nous partageons un destin commun au sein de l'Union européenne. Néanmoins, ce n'est pas du tout une nouveauté. Et parmi ces jeunes-là, il y a ce qu'on appelle les jeunes français musulmans d'Algérie, qui va commencer à mobiliser l'opinion publique, mais aussi les associations. Et le traitement qui est fait de ces jeunes-là, dans ce contexte de guerre décoloniale des années 50, c'est une logique policière. Ça veut dire qu'on va arrêter les jeunes isolés algériens en prenant prétexte d'une loi sur le vagabondage qui a été arrêtée en 1935, mais on continue de la produire et on met en place un mandat de dépôt pour tout jeune isolé étranger. Évidemment, avant la CIDE, on considérait ces jeunes comme un danger par rapport notamment aux velléités nationalistes. Il y a eu des émeutes à la Goutte d'Or. Ces jeunes-là, on les appelait les Hiaoulet, qui justement participaient parfois à des mobilisations au sein du territoire métropolitain, ici en France, contre l'occupation coloniale. Et donc ces jeunes-là, ils représentaient à peu près, entre 1950 et 1965, 10% des jeunes placés en centre d'observation. Ça veut dire qu'ils rentraient en protection, qui n'était pas une protection ici telle qu'on la voit, mais qui était dans les centres éducatifs fermés, dans une phase qu'on appelle une phase d'observation. Retenez bien, parce que c'est très important, et pour comprendre l'évolution. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, ils étaient placés parce qu'un juge avait déterminé qu'ils avaient une OPP, une ordonnance provisoire de placement, et pendant cette OPP, ils étaient observés. C'est-à-dire qu'il y avait une série, pendant 6 mois, 3 mois, une série, on évaluait leur situation et on orientait ensuite le jeune après un temps long passé au sein des centres d'observation tels qu'on les appelle. Souvenez-vous, parce que la question de l'évaluation montre une rupture totale dans la pratique de la protection de l'enfance à ce moment-là. Et donc la question de ces jeunes isolés étrangers, de ces jeunes FMA, a commencé une première forme de prise en charge, mais aussi une première forme de catégorisation qui continue aujourd'hui. Les jeunes Algériens sont considérés plus tard comme les jeunes d'Europe de l'Est, comme des jeunes délinquants, et on voit très souvent qu'ils ne rentrent pas en protection de l'enfance. C'est-à-dire qu'il y a une histoire très ancienne qui marque ici un lien spécifique qui catégorise les jeunes errants par rapport à la figure du jeune Algérien. Et ce n'est pas un lien qui est nouveau, puisque déjà en 1889, les jeunes en errance, on les appelait les Arab Boys, on les appelait les enfants arabes, même s'ils n'étaient pas arabes. Ça veut dire que la question de l'arabité marquait ici la question de la délinquance. Et on peut regarder aujourd'hui, il y a une continuité, c'est pour ça qu'on parlait de l'article des jeunes Algériens et des jeunes Maliens. Le jeune Algérien, le jeune Marocain, le Haraga est considéré comme un délinquant par excellence. Je suis sûr que vous avez eu des rapports avec ces jeunes-là, et on peut voir ici, par exemple, qu'ils échappent énormément à la question de la protection de l'enfance. Ils vivotent sur des logiques de petits trafics, de délinquance, et ils restent bien souvent au sein de réseaux communautaires. La deuxième phase, elle arrive à partir des années 70, et c'est là que se met en place un véritable dispositif pour les mineurs isolés étrangers.
C'est par contre un dispositif humanitaire qui va être pris en charge par l'État et qui va permettre la mise en place d'une coordination de mineurs isolés étrangers entre 1975 et 1992. Sous le nom de mineurs isolés étrangers, la France, avec le concours de France Terre d'Asile et de la Croix-Rouge, notez bien parce qu'on les retrouve dans une continuité historique également ceux-là, eh ben, on peut voir ici qu'il y a une prise en charge de ces enfants indo-chinois, boat people, entre guillemets indo-chinois évidemment dans cette époque-là, isolés étrangers suite notamment au programme des Khmers rouges du Kampuchea démocratique de déstructuration des familles. Et donc à ce moment-là, il y a des circulaires qui vont être mis en place pour prendre en charge ces jeunes-là à partir de Roissy. Roissy est dans l'histoire la porte spécifique d'entrée d'enfants, que ce soit pour l'adoption internationale, que ce soit pour la migration ici humanitaire, et plus tard, on verra dans les années 90, pour les jeunes retenus aux frontières. Donc il y a tout un dispositif qui est mis en place, délégué à France Terre d'Asile et à la Croix-Rouge, d'évaluation, de prise en charge, et les circulaires mentionnent bien la nécessité de ne surtout pas se référer au statut et à l'état civil du jeune pour éviter évidemment de ne pas le placer. C'est le placement qui primait. Évidemment, on est ici dans une logique humanitaire, en pleine guerre froide, et vous savez que depuis la guerre du Biafra, l'usage de l'enfant comme figure compassionnelle des politiques répressives de ce temps-là des États est mobilisé. Souvenez-vous, la guerre du Biafra a vu justement ces images d'enfants, le ventre gonflé, etc., qui étaient mobilisées. Moi-même, j'ai grandi dans les années 90, et je ramassais du riz pour les enfants, et on jouait justement sur cette image bien compassionnelle de l'enfant. Et donc, c'est pour ça que dans ce territoire-là, spécifique du sud asiatique, on va, dans une logique humanitaire, dans une façade compassionnelle géopolitique, accueillir ces jeunes-là. Il va y avoir par la suite, dans le même dispositif, l'accueil des enfants bosniaques, évidemment, au début des années 90. Sauf que tout d'un coup, ça s'arrête. Parce que tout d'un coup, les choses changent. Les années 90, 1989, marquent deux éléments importants. Le premier, c'est l'octroi de droits internationaux pour les enfants. On ne peut plus les enfermer et le doit primer sur la prise en charge, leur intérêt supérieur. Mais deuxième chose, il existe une tension puisqu'au même moment, c'est l'affermissement des politiques migratoires qui se met en place. Finalement, les jeunes sont tiraillés entre la représentation d'enfants vulnérables, mais pas vraiment comme nos enfants. Ça veut dire que la vulnérabilité et l'altérité se conjuguent. Dans les années 90, les premiers jeunes que l'on rencontre, ce sont des jeunes errants, des Roms, particulièrement depuis les années 80, et des jeunes Algériens depuis les années 90. Des propositions sont faites, notamment à Marseille, par le juge Deschamps, président du tribunal pour enfants de Marseille, qui va mettre en place l'association Jeunes Errants et qui va dire « je veux appliquer la CIDE », mais avoir un impact spécifique non contraignant pour que ces jeunes viennent vers moi. L'idée est d'apprivoiser les jeunes des rues pour faciliter leur prise en charge et appliquer la CIDE. À ce moment-là, les conseils départementaux refusent ou ont peur de prendre en charge ces jeunes-là puisque leur régularisation est mise à mal. Il y a peu de chances qu'ils soient régularisés alors. Et donc, cette initiative Jeunes Errants, elle met un premier acte dans les logiques de réglementation. On retrouve la même chose ici en Île-de-France, avec notamment l'association Hors la rue. Je ne sais pas si vous connaissez cette association, qui travaille particulièrement sur les jeunes d'Europe de l'Est et qui propose la même logique, c'est-à-dire prendre en charge ces jeunes errants. Sauf que on est toujours dans une sorte de césure classique en protection de l'enfance entre enfants en danger et enfants dangereux. Les jeunes en errance représentent les enfants dangereux, les enfants qui sont traités, criminalisés comme des délinquants parce qu'errants. Et vient à ce moment-là une autre catégorie d'enfants, ce sont les enfants de Roissy, les enfants retenus à la frontière. Et c'est autour de ces jeunes-là que va se mettre en place la première catégorisation de ces enfants, parce que le but pour les conseils départementaux, qui viennent d'obtenir la compétence exclusive de la protection de l'enfance, c'est de recréer le système humanitaire financé par l'État. Donc, ils vont demander, notamment dans le 93, qui est un laboratoire de ces politiques, ils vont demander la mise en place d'une catégorie spécifique réservée aux enfants retenus aux frontières, qu'on appelle les mineurs isolés demandeurs d'asile. C'est-à-dire que le premier arbitrage institutionnel sur la réglementation n'est pas l'application complète de la CIDE, mais la césure entre deux publics qui continuent aujourd'hui, ceux considérés comme délinquants, notamment d'Europe de l'Est et
d'Afrique du Nord, et ceux considérés comme à protéger, vulnérables, etc. Dès lors, c'est l'enfant en danger qui devient une logique de prise en charge. On prend en charge parce que considéré en danger. Et l'enfant des frontières est particulièrement en danger. À ce moment-là, on a deux types d'enfants particuliers en Seine-Saint-Denis. C'est l'enfant Wenzhou, chinois, qui vient ici et qui circule dans une sorte d'entreprise familiale où, justement, il doit payer son passage en travaillant dans les ateliers clandestins d'Aubervilliers ou dans les restaurations chinoises, etc. Et il y a également les jeunes, notamment nigérianes, à ce moment-là, qui mettent en place aussi, retenus aux frontières, leurs passeurs les lâches et qui sont ici dans des logiques d'exploitation sexuelle. Or, au même moment, par exemple, la prostitution des jeunes roumaines est encore isolée. Bref. Donc on voit se construire des dispositifs spécifiques autour de ça. À partir de 1999, c'est le CAO-MIDA spécifique. En 2002, c'est le LAO de Taverny. Le but, c'est de construire des dispositifs de sortie aéroportuaire. Sauf que la difficulté, c'est qu'en 2007, il y a une inversion des voies d'arrivée. Les arrivées par voie terrestre supplantent les arrivées par voie aérienne. Donc, on remet de l'errance dans la situation de ces jeunes. Ce qui fait, et là c'est très intéressant, c'est qu'au même moment, l'année 2007, pour moi, c'est l'année vraiment où on va avoir un changement chez les mineurs non accompagnés. Avant, c'est de la mobilité traditionnelle. À partir de 2007, c'est un changement. C'est aussi un changement dans la sociodémographie. Il y a une disparition des jeunes femmes à partir de 2007. Ça veut dire que les jeunes femmes sont à peu près, en 2007, en 2006, à 47% en Seine-Saint-Denis prises en charge. Elles commencent à décliner très vite parce que la façon dont on les repère évolue et les femmes en errance trouvent d'autres chemins. Les jeunes femmes que l'on retrouve sont celles qui ont réussi à s'échapper d'une situation d'exploitation. C'est-à-dire que ce sont parmi toutes les femmes exploitées, mineures, celles qui ont réussi vraiment à se sortir et tomber sur des gens qui l'ont soutenu mais qui l'ont placé par la suite. Et ensuite, on a une population qui vieillit dans ces changements. Et 2007, c'est également la réforme de la protection de l'enfance. Cette réforme, elle a deux effets importants sur la situation contemporaine. La première, c'est la création de la CRIP, c'est la cellule de recueil d'informations préoccupantes. L'enjeu est de centraliser l'entrée en protection de l'enfance. Sauf que la question de la cellule, elle a pour effet pervers d'augmenter la visibilité des jeunes en errance. Ça veut dire que tout d'un coup, les jeunes sont placés parce qu'ils sont en errance et non plus parce qu'ils sont en migration. Et la deuxième chose, c'est que la réforme de 2007, elle consacre des principes généraux de la protection de l'enfance qui changent un peu le modèle de 89. 89, ce sont des enfants en maltraités ou risquant de l'être, et on passe en 2007 aux enfants en danger ou risquant de l'être. Transformation complète parce que ça justifie qu'on prenne en charge des jeunes isolés étrangers. Donc tout d'un coup, la catégorie mineurs isolés demandeurs d'asile, elle devient caduque, elle continue mais elle devient caduque, c'est la seule financée par l'État, et les départements se retrouvent en face, notamment leur circonscription, à des jeunes qui sont placés parce qu'ils sont isolés et étrangers et errants. D'ailleurs, en Seine-Saint-Denis, on qualifie ces jeunes de mineurs isolés ou errant, le même cycle que MIE, sauf qu'ici, il est indistinctement avec des enfants français et des enfants non français. Le problème, c'est que ces jeunes-là dérogent complètement au canon de la protection de l'enfance. C'est-à-dire qu'on dit aux travailleurs sociaux, il faut travailler le lien avec les familles, il faut éviter le placement judiciaire en dernier recours et il faut éviter le foyer. Sauf que ces jeunes-là, la famille n'est pas présente et elle s'efface progressivement dans la relation. La famille est très présente dans les années 90 sur les jeunes isolés étrangers. Elle disparaît progressivement dans les années à partir de 2007 pour être complètement invisibilisée à partir de 2013, même si elle est toujours là. Et ensuite, il y a cette question, c'est-à-dire que les travailleurs sociaux, ils perdent du sens dans la protection de l'enfance et ils vont commencer à sentir au même moment ici, les effets de l'austérité, de la chute de l'argent donné pour les politiques sociales et du jeu qui s'installe dans les départements pour utiliser les politiques sociales à des fins de plaidoyer envers l'État. C'est comme ça que la situation qu'on connaît aujourd'hui se met en place, parce qu'en 2011, en Seine-Saint-Denis, les éducateurs, les circonscriptions se retirent de la prise en charge des mineurs non accompagnés parce qu'ils estiment que c'est un travail humanitaire, ou soit parce qu'ils estiment qu'ils sont violents
institutionnellement parlant avec ces jeunes parce que leur accompagnement ne correspond pas. Et donc Barthelone, voyant au début, il affirmait, on est à l'époque de la fin du sarkozysme, entre guillemets, et donc lui, Barthelone, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette époque, il courait aussi pour la compétition présidentielle. Et donc lui, au début, il affirme qu'on ne doit pas faire de tri entre enfants étrangers et pas étrangers, mais finalement, en septembre, il fait un refus guichet des enfants qui se présentent, des mineurs isolés étrangers. Un refus guichet, c'est des choses qui se font très souvent. Les départements, comme ils veulent contester la faible implication de l'État, ils refusent la prise en charge de ces jeunes. Voilà, tout simplement. Et donc ce refus guichet a pour effet de mobiliser en un mois le ministère de la Justice et la mise en place pour l'Île-de-France d'un dispositif de répartition de ces jeunes, d'évaluation et d'opérationnalisation auprès d'associations. Et là, on commence à basculer tranquillement dans une... Enfin, tranquillement, façon de dire, dans une segmentation de la prise en charge et des circuits institutionnels de protection de l'enfance. Les jeunes isolés étrangers connaissent un sas supplémentaire d'entrée en protection de l'enfance. Ce sas supplémentaire, ce sont des associations qui vont mettre en place justement une évaluation de minorité et d'isolement, uniquement pour les jeunes étrangers, mais pas pour tous les jeunes étrangers en situation migratoire. Certains jeunes étrangers nés de parents étrangers en France et qui sont en rupture d'hébergement sur le territoire, eux ne sont pas des mineurs non accompagnés. Et donc c'est ça qui va transformer complètement et faire basculer la question de la protection de l'enfance à la protection des frontières telle qu'on la connaît aujourd'hui. Parce que c'est quand même quelque chose d'assez étonnant, le pouvoir d'association de déminoriser des jeunes. Il faut se questionner. Jean-Pierre Rosenzweig, qui est l'ancien président du tribunal pour enfants, dans un entretien que j'ai fait pour ma thèse, il m'a mis en avant ça. Il a dit finalement ce système-là est le contournement des juges pour passer par une voie administrative d'entrée. C'est un renversement total. Le jeune n'est pas pris en charge, n'entre pas en protection par voie judiciaire, mais par voie administrative, par recueil provisoire d'urgence, pour vérifier le bien fondé de sa prise en charge. Et ensuite, c'est le procureur qui va statuer sur la protection. Donc on change complètement la façon de faire. On ne protège pas, puis on observe, évalue et oriente. On met en place un premier sas de tri. Parce que la difficulté avec la réforme de 2007, c'est que les jeunes qui étaient observés, pris en charge parce que repérés comme errants, 40 à 50% de ces jeunes-là ne restaient que 48 heures en protection de l'enfance. La saturation, elle était spécifiquement sur les foyers d'accueil d'urgence parce que les jeunes roms avaient connu une survisibilité. Vous savez, à cette époque-là, on parlait des pilleurs de parcs-mètres et d'une panique morale autour de ces jeunes isolés étrangers. Tout ça pour dire qu'à partir de 2013, le protocole Taubira, 2016, l'inscription du protocole Taubira dans la loi, on a complètement changé et paradoxalement, la protection de l'enfance a créé une forme de jeunesse indésirable dans les rues. Ici, ce sont ces jeunes déminorisés. C'est déjà une logique bien particulière en histoire de voir la possibilité de déminoriser quelqu'un. Ça n'existe presque nulle part. On ne peut pas dire à quelqu'un, toi, tu n'es pas ça, tu n'es pas ci. Cette question-là, elle est aussi maintenue par le fait qu'on ne comprend pas finalement leur venue. On les prend comme des enfants en danger alors qu'eux, ils partent pour chercher l'aînesse sociale. Les motivations de départ, les facteurs de départ sont dus à une forme de désaffiliation sur les territoires des Suds à la suite des plans d'ajustement structurel. Donc pour pouvoir grandir, il faut faire l'exil. L'exil est une façon de se singulariser, une recherche identitaire et statutaire. C'est pour ça que tout à l'heure on disait, mais comment, avec les réseaux sociaux, les jeunes voient ce qui se passe, pourquoi ils ne s'arrêtent pas? Ben non, parce que justement, ceux qui ont réussi, ils vont, avec les réseaux sociaux, mettre en scène leur réussite. Et puis, il y a également la question de la prédestination liée à la religion. Moi, j'ai discuté avec ces jeunes très longtemps. Ils m'ont montré des vidéos d'eux et on les voit prier dans le désert. Ils montrent aussi des vidéos dans leurs récits de cadavres de leurs amis décédés. Mais ce n'est pas la tristesse qu'ils ressentent, ça renforce leur détermination à dire « je suis
l'élu, je suis le bien nommé, le Dieu, etc. Je vais pouvoir arriver là parce que Dieu me suit. Et donc, il y a quelque chose de très religieux aussi là-dedans. Et ensuite, ils mettent ça en scène. Moi, je l'ai vu, des jeunes qui vivaient dans des squats, dès qu'ils voyaient une belle bagnole, ils prenaient une photo et ils l'envoyaient à leur réseau. Les réseaux sociaux sont là également comme un marqueur de réussite. C'est pour ça que certains jeunes, notamment en Guinée, ça commence à arriver, commencent à mettre en avant justement la dangerosité, mais l'ensemble, non, puisque pour eux, c'est nécessaire, c'est partir ou mourir. C'est-à-dire qu'ils sont dans cette logique-là, partir ou mourir, ils vont tout faire pour pouvoir atteindre cette aînesse sociale, parce que dans leur situation, dans cette désaffiliation qu'ils vivent depuis les années 90, eh ben, il y a une nécessité justement de partir en exil pour paradoxalement intégrer sa société de départ. C'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas forcément à venir et se sédentariser ici. Une fois qu'ils sortent de l'institution et qu'ils ont des papiers, la première chose qu'ils font, c'est aller en vacances retrouver leur famille, puisqu'il y a ici une sorte d'agentivité intergénérationnelle qui les accompagne. Parce que les jeunes ont des responsabilités vis-à-vis de leur famille. Ils ne peuvent devenir adultes que s'ils respectent justement ces éléments-là. Et donc finalement, c'est ça qui met de l'incompréhension, c'est qu'on va demander à des jeunes partis en exil pour devenir adultes, qui ont traversé des frontières parfois en changeant plusieurs fois leur âge. Quand on est, donc Cléo Marnier, qui est une doctorante sur ces questions-là, quand on est sur les frontières d'Afrique du Nord, on se vieillit. Parce qu'on ne prend pas des enfants dans les bateaux, parce qu'ils sont trop faibles, parce qu'on ne survit pas longtemps, on est victime d'exploitation, de violence, etc. Donc ça veut dire qu'il y a une nécessité, une volonté de changer cette question de l'évaluation de minorité, puisque ces jeunes-là, ils commencent à partir pour arriver en exil et ensuite ils doivent performer l'enfant en danger. Et ce décalage-là, et je terminerai là-dessus, c'est dû à la déminorisation. C'est-à-dire que la grande difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons un glissement de la protection de l'enfance vers la question migratoire qui fait que la mécanique du soupçon nécessite que la personne prouve qu'elle est mineure et prouve qu'elle est un enfant en danger, qu'elle n'a pas d'agentivité. Okay ? Sauf que les jeunes-là, ils viennent ici pour montrer qu'ils sont capables, qu'ils veulent devenir adultes, peu importe leur âge. Ils recherchent une aînesse sociale. Et on arrive à un renversement statutaire, une incompréhension entre les travailleurs sociaux et les cadres de l'ASE et ces jeunes-là, puisque les cadres de l'ASE veulent prendre un enfant en danger, le jeune va jouer l'enfant en danger dans le rite d'institution de l'évaluation, c'est-à-dire qu'il va le rendre une réalité arbitraire, naturelle, et finalement, lui, il se construit en tant qu'individu qui cherche l'aînesse sociale. Donc c'est justement toute cette difficulté des réglementations, et pour essayer de conclure, cette logorée, j'en suis désolé, pour essayer de conclure, il y a cette idée que l'évolution déjà ce n'est pas un phénomène nouveau qu'il faudrait traiter avec urgence. Ça c'est la nouvelle grammaire qu'on utilise depuis les années 2000, de remplacer la représentativité politique par une logique d'efficacité. La crise terroriste, la crise sanitaire, la crise migratoire nécessitent, entre guillemets, la prise en compte, justement, suspension de certains droits. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir comprendre finalement qu'il n'y a pas une nouveauté, mais qu'il faut entrer dans la continuité et faire en sorte que l'évaluation disparaisse afin qu'on retrouve l'observation. Parce que finalement, aux années 90, il y avait encore l'observation. Les jeunes étaient placés par le juge, c'est le juge qui prenait ses responsabilités. Et ensuite, pendant l'OPP, le placement provisoire, les équipes éducatives travaillaient sur le long terme avec ces jeunes. Et ensuite, quand le jeune disait finalement, j'ai 19 ans, et les équipes éducatives elles disaient OK. Et puis elles mettent en place un contrat jeune majeur, puisque à 19 ans, à 20 ans, on est aussi vulnérable, et notamment ici, c'est une grande chose, c'est que les mineurs non accompagnés sont le miroir déformant de la place que nous laissons aux enfants dans nos sociétés. Et alors qu'on connaît un allongement de la jeunesse et de sa vulnérabilité, il y a beaucoup de jeunes justement qui ne bénéficient pas d'un accompagnement adéquat. Merci, merci.
C'était très riche, de nouveau, et on voit que vous êtes passionné par votre sujet. Je suis sûre qu'il va y avoir des réactions dans la salle. En tout cas, moi, ça m'évoque juste une chose. Quand vous parlez de mineurs isolés, j'aime bien ça. Nous, on a eu du mal, quand on a préparé cette journée, à tourner autour du sigle MNA, qu'on n'aime pas, qui est barbare, qui ne regroupe pas exactement ce qu'on veut dire. Et finalement, isolé, c'est tout de même plus respectueux que non accompagné, d'autant que c'est le travail de la plupart d'entre nous ici aujourd'hui, justement, d'accompagner ces jeunes. La question de la minorité se pose et c'est très intéressant ce que vous avez dit sur l'infantilisation de jeunes qui ont été considérés comme des adultes pour pouvoir partir. Je vous laisse la parole dans la salle. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, présentez-vous. Bon, là, c'est Laurent qui va parler, que vous avez déjà vu. Oui, merci on vous sent passionné sur le sujet. Vous avez, dans vos propos, on voit bien qu'il y a eu des initiatives départementales. Vous avez parlé du 93, vous avez parlé de Marseille. Donc on voit bien que, bon, on sait, l'aide sociale à l'enfance, c'est les structures, c'est les politiques départementales. Vous avez également dit qu'il y a une espèce de conflit. Hein, les départements essayent de courir un peu après les politiques. Mais quand on entend des acteurs des départements, eux, au fond, ce qu'ils demandent, c'est que l'État leur donne les moyens financiers. Et il y a même des départements qui disent on aimerait bien que ce soit repris par l'État, cette politique d'accueil des mineurs non accompagnés. Vous en pensez quoi ? Moi, je pense que, de manière très succincte, l'État doit mettre la main à la poche pour la politique sociale et on n'y est pas du tout là dans la mouture du budget. Et il faut jouer sur la politique de protection de l'enfance. Le rapport de l'UNICEF sur la pauvreté des enfants est effarant, celui de cette année. Donc, l'État doit payer une véritable politique de protection de l'enfance. Je mets entre guillemets, ça met bien la place que nous mettons pour nos enfants dans nos sociétés. Nous avons une place bien spécifique. J'ai des amis qui travaillent par exemple sur l'infanticide. En France, les chiffres sont drastiques, enfin sont horribles. Et puis, il y a vraiment une véritable carence, un effacement éducatif, parce que les travailleurs sociaux, ils sont évidemment sous l'eau par rapport à ça. Donc oui, l'État doit donner de l'argent, mais pas que pour les mineurs non accompagnés. Il faut pour l'ensemble des politiques sociales d'accompagnement des jeunes, pas uniquement sur la question justement de l'extranéité. Il faut qu'on mette en place quelque chose qui permette finalement une véritable politique de l'enfance. Donc le retour de l'État, parce que c'est ce qui se passe, le retour de l'État dans la coordination d'une politique de protection de l'enfance. C'est ce qu'on voit arriver. Et bien celui-ci ne doit pas être là pour segmenter les voies d'accès, mais pour sécuriser les voies d'accès, mais aussi surtout sécuriser les travailleurs sociaux, les associations et toutes les équipes éducatives. Et c'est ça aussi. Quand on regarde les difficultés des MNA, on regarde finalement que ce sont des équipes de circonscription qui sont à bout, qui sont exempts et qui ne peuvent plus supporter la charge importante de tout ça. Donc pour moi, il ne faut surtout pas que l'État revienne en disant c'est parce que ce sont des étrangers, des migrants que je vais financer la question de l'évaluation. Il faut que l'État mette la main à la poche et mette en place une véritable politique de protection de l'enfance sur l'ensemble. Parce que les mineurs non accompagnés, ça va peut-être choquer, mais sont parmi ceux qui sont les plus avantagés dans le processus de la protection de l'enfance, parce qu'ils passent en urgence, parce qu'ils sont pris en urgence, même si évidemment il y a un taux de reconnaissance de minorité qui est à peu près de 30% en France, c'est-à-dire que 70% sont déminorisés, mais par rapport à d'autres enfants qui subissent des violences intrafamiliales, ils passent ici en priorité sur pas mal de choses. Donc il faut que pour tout, on arrive à mettre en place une véritable politique de protection de l'enfance sans distinction de cette question d'extranéité, sauf évidemment dans l'accompagnement, puisqu'elle est nécessaire cette distinction, parce qu'un mineur non accompagné a un certain nombre de stades de régularisation administrative, c'est la formation professionnelle, et donc les professionnels doivent être spécialisés. Aujourd'hui, quand on s'occupe des MENA, ce sont des couteaux suisses. Il faut qu'ils connaissent le droit des étrangers, il faut qu'ils connaissent les questions de scolarisation, qu'ils connaissent les spécificités culturelles du territoire de départ. Donc on arrive à une nécessité de spécialisation, mais une fois la prise en charge faite, et surtout pas au début. Donc voilà.
pour répondre simplement, alors c'est difficile, hein, j'ai du mal à ça, mais oui, il faut que l'État mette de l'argent, mais surtout pas qu'on distingue les publics d'accueil et qu'on maintienne cette segmentation. Merci. J'étais intéressée par... Dominique Jaulme, Entraide... Oui, comme je me suis présentée tout à l'heure, je me représente. Ouais. Entraide Foyer de l'Âme et habitante et militante de ce quartier. Bon. Mais j'étais intéressée par l'histoire de ces jeunes qui souhaitaient... au fond, c'est un parcours... comment on dit, je l'ai noté là. Un parcours initiatique, c'est ça, hein, et vraiment, il y a des jeunes occidentaux qui font leur parcours. Moi, je connais plein de jeunes qui font la route, comme on dit, hein, qui partent avec leur sac à dos en Inde. Machin. Pourquoi on empêcherait ces jeunes de faire leur parcours initiatique ? Eh bien, ça reprend ce que disait Mme Vittel de Vanden tout à l'heure, c'est qu'il y a une rupture dans l'accès au droit à la mobilité internationale, article 13, je crois, de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et donc cette rupture-là, elle reproduit des rapports sociaux de domination spécifiques à l'histoire plus large de la colonisation, etc. Parce que ces enfants-là, on les a fait circuler. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas partis de nulle part. C'est-à-dire que les chemins ont été créés par justement les politiques mises en place à l'époque coloniale. Par exemple, la circulation des enfants métis. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu par là, métis est une catégorie spécifique dans l'espace colonial qui est extrêmement dangereux pour le colonisateur parce qu'elle remet à mal la frontière imposée entre les indigènes et les métropolitains. Donc le métis, il doit évacuer très rapidement le territoire pour ensuite être formé en France pour revenir dans son territoire de départ et pour jouer un rôle essentiel dans le maintien de la colonisation. Eh bien, on les a fait circuler, ces enfants. On les a fait circuler, ils étaient contraints. Exactement pour Yves de Necher, travail historien sur l'adoption internationale. Et ben, les scandales qu'il y a eu sur l'adoption internationale sont gigantesques. D'ailleurs, 2007, c'est également l'Arche de Zoé. Et tout d'un coup, il y a une crise humanitaire où on hésite un peu plus à faire circuler les enfants, mais on a toujours fait circuler les enfants. Là, ce qui fait peur, c'est que ces enfants commencent à ressembler de plus en plus à ceux qu'on appelle les migrants. Ça veut dire qu'ils ont on les voit comme une agentivité, on les voit comme capables de se mouvoir seuls, etc. Donc ça, c'est cette question-là qui fait peur. Et cette question qui fait peur, elle est aussi très lointaine. Eh ben, c'est le triptyque de jeunes non blancs dans les rues. Eh bien ça fait toujours peur. C'est-à-dire qu'il y a une peur qui se construit autour de la figure des enfants, des jeunes, des bandes de jeunes non blancs. Donc avant on les appelait les Apaches, on était toujours dans un sujet de rejet et de sauvagerie avec la question des Apaches. Aujourd'hui ce sont des jeunes isolés étrangers. C'est-à-dire que la catégorie des jeunes à la rue, des jeunes errants se racialise, mais elle se racialise depuis les années 70. Et aujourd'hui ce n'est plus le jeune qui porte des grosses bacchantes et des blousons noirs qui fait peur, c'est le jeune non blanc sur l'espace social. Et le jeune non blanc peut être aussi bien français. C'est-à-dire qu'il peut être aussi vivant des quartiers populaires, etc. Donc c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une criminalisation un peu plus forte de ces jeunes isolés, mais il y a toujours une criminalisation des jeunes isolés, parce qu'ils sont émigrants et considérés dans la continuité de notre histoire comme particulièrement dangereux parce que non blancs. Ce serait une conséquence de la colonisation alors ? Ce serait une continuité, en tout cas, un réaménagement de la relation qu'occupent les États coloniaux, post-coloniaux avec les enfants. Parce que les enfants ont toujours circulé, sauf qu'avant, c'était nous qui les faisions circuler vers les espaces coloniaux. Par exemple, l'époque moderne, pour éviter la potence, eh ben, les jeunes délinquants anglais, eh ben, on les transportait. Vous savez que la base de l'esclavage, ce sont des jeunes blancs qui étaient pendant 3 ans, 4 ans dépourvus de droits sociaux, qui étaient rattachés à une terre, et c'était soit ils se faisaient condamner à la potence, soit ils prenaient les bateaux, le transport, pour pouvoir le faire. Donc on a toujours fait circuler les enfants, puisque l'enfant est considéré comme une page blanche, et qui correspond parfaitement à l'utopie coloniale. Mais je vais même aller plus loin, c'est la question du périphérique et du centre qui s'est déplacée sur ces questions-là. C'est-à-dire que même la question de la prise en charge sociale des enfants est toujours un déplacement.
C'est toujours une mobilité pour extraire le jeune de conditions sociales dans sa famille ou à la rue que l'on considère comme vecteur justement d'immoralité, on disait à l'époque. Et cette question du lointain et du proche, eh ben, moi venant de Bretagne, elle est très connue. Parce que c'est ce qu'on disait des Bretons, des bas Bretons, on disait, c'est ce qu'on disait de nos bas Bretons, donc de mes ancêtres, on va dire, enfin bref, que l'on disait lorsqu'ils arrivaient à Nantes ou lorsqu'ils arrivaient à Paris, on était des ploucs. Voilà, on baragouinait, on était des ploucs. Et même à Nantes, hein, dans les archives, en 1830, il y a un rapport de la municipalité qui dit que tout serait bien dans le quartier de Nantes si des masses de bas Bretons ne venaient pas rendre le territoire dégoûtants, qu'il fallait les éliminer, etc. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une continuité de cette logique d'hostilité et d'hospitalité. Et la continuité, elle évolue en fonction du lien que l'État a avec là. Pendant longtemps, les Bretons étaient des ploucs, on devait construire les routes et on était en première ligne. Et bien, cette question de périphérie et de centre, elle s'est élargie avec la colonisation. Et donc, du coup, eh ben, les jeunes maliens, prenons leur exemple, qu'on a retrouvé en Bretagne aussi, et ben les jeunes maliens sont les Bretons d'aujourd'hui, grosso modo évidemment. Hein. C'est-à-dire qu'ils vont chercher également à sortir d'une situation difficile pour pouvoir justement trouver fortune ou trouver une place dans cette société. Est-ce qu'il y a une dernière question dans la salle ? Comme j'ai le micro... pardon, Laurent. Guilhem n'a pas encore parlé. Il se retient. Une question, je me retiens depuis tout à l'heure de poser des questions. Donc, Guilhem Mande, je suis responsable du pôle accueil de l'étranger pour la Fédération de l'entraide protestante. Il y a une question que vous avez commencé à évoquer, qui est celle du rapport entre l'État, les pouvoirs publics et les associations dans votre présentation. Et ma question, c'était justement de savoir si vous aviez un peu poussé cette question-là dans le cadre de vos études et comment, en fait, les pouvoirs publics appréhendent le rôle des associations. Et quand je parle des associations, c'est à la fois celles qui sont mandatées par l'État et puis toutes les autres qui, justement, font le travail que l'État ne veut pas faire. Oui, et en fait, c'est très complexe. Parce que, déjà, premièrement, les associations qui ne sont pas mandatées par l'État, elles jouent un rôle essentiel dans l'hospitalité informelle. Ici, on est au cœur de ce qu'on appelle les territoires informels de l'attente. On est autour de Couronne, il y a les Midis du MIE à Palicao, il y a la bibliothèque qui accueille également Paris d'Exil. Ça veut dire que les associations, elles sont là pour remplir, malheureusement pour elles, parce que c'est très difficile, les carences de la chaîne d'intervention de l'État. Et d'autres associations humanitaires, on voit toujours les mêmes, Croix-Rouge, FTDA pour la question des mineurs non accompagnés, isolés étrangers, eh ben, eux, ils ont pour vocation de devenir des guichets, d'externaliser, mais aussi de réduire la conflictualité autour justement de ces jeunes. Ça veut dire qu'il y a eu une série de conflits importants en 2017. C'est-à-dire que des associations ont commencé à occuper des universités, à occuper des espaces, à commencer à se mobiliser pour montrer qu'il y a cette situation-là. Et grâce à ça, justement, il y a eu une visibilité. Sauf que l'État, il va réduire la conflictualité en demandant à certaines associations de jouer le rôle justement d'intermédiaire. Et c'est ça toute la difficulté, c'est que les associations aujourd'hui, elles sont face à un choix. Ce choix, il est drastique. Soit je accepte sans broncher d'être un opérateur de l'État, voilà. Soit je sors et je me mets en opposition. Et c'est très difficile puisqu'il y a des associations qui ne peuvent pas vivre sans le concours de ces missions-là. Mais il y a des associations qui l'ont fait. Regardons MSF, par exemple, qui gérait des camps de réfugiés, entre guillemets, des hotspots à Moria. Il s'est désengagé et aujourd'hui, à Pantin, il a créé le centre, je ne sais pas s'il est toujours d'actualité, je crois qu'il est bientôt à la fin, mais il a créé un centre d'accueil pour les mineurs non accompagnés déminorisés. Et donc ça, ce geste-là va mobiliser évidemment une nouvelle économie morale qui fait que les associations, elles doivent aujourd'hui se situer en fonction soit de l'institution, soit de son opposition par rapport aux ruptures d'égalité pour tous les jeunes. Donc le monde associatif est essentiel, mais aussi en très grand conflit, et le conflit il est même au sein
des différentes associations, parce qu'on peut voir ici, évidemment, il y a beaucoup de conflits entre associations qui, et c'est évidemment bien voulu par l'État, ça favorise une dispersion, et qui justement empêche la mise en place d'un véritable collectif. Pourtant, il y a eu des initiatives, des journaux ont été créés, etc., ici, à Paris, mais il y a des difficultés d'entente et des mobilisations qui sont un peu variables. Merci beaucoup. Est-ce que vous nous laissez une phrase pour conclure? Quelque chose qu'il faudrait qu'on retienne de votre intervention qui était à la fois historique, mais aussi peut-être qui dépasse, et je pense que ce que vous venez de dire a parlé à beaucoup de participants là. Deux choses. La première chose, c'est appliquer la présomption de minorité ou enlever l'évaluation. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut que l'évaluation, si elle veut être continuée, que le recours soit suspensif. Dès lors qu'il y a un recours, le jeune est pris en charge, il est scolarisé. Première chose, et c'est essentiel pour éviter également des errances et des difficultés. Merci, merci. Voilà, très bien. Une phrase. Désolé, on reste sur notre fin, mais je pense que vous restez avec nous encore. Donc, on va faire un petit tour là. Les intervenants suivants vont prendre votre place, mais vous restez avec nous et vous serez. Julien pourra continuer à échanger sur cette thématique là. Donc maintenant, merci Julien. Nous avons la CIMAD, le diaconat de Mulhouse et le diaconat de Grenoble qui vont venir nous rejoindre. Toujours sur ce temps de l'évolution des dispositifs et réglementations. Merci. Oui, installez-vous. Non, asseyez-vous, je vous en prie. Donc, Violaine Husson de la CIMAD. On a, alors c'est Cyril et Elia, voilà, du diaconat de Mulhouse, et puis Jean-Marc Lefebvre du diaconat de Grenoble, qui vont chacun parler 8 à 10 minutes, on leur fait confiance. C'est ambitieux parce qu'on a eu beaucoup de demandes. Enfin, on avait plein de choses, on avait envie qu'ils partagent plein de choses. Vous remarquerez que le plateau est composé d'acteurs qui s'occupent différemment de prise en charge des mineurs non accompagnés. C'est voulu, hein, puisque Cercle Enfance Jeunesse de la FEP rassemble des associations qui sont opérateurs de l'État et d'autres qui ne le sont pas du tout, parce que ça fait le lien avec ce que Julien vient de nous dire. Et donc, Violaine va commencer. Alors, à chaque fois, donc l'intervenant va parler un petit temps et puis on laissera une ou deux questions à l'intervenant avant de passer au suivant. Donc, Violaine Husson est juriste et donc travaille pour la CIMAD et est responsable des questions genre et protection à la CIMAD. Je vous laisse la parole. Merci. Bonjour, est-ce que ça marche? Oui, super. Il faut coller comme faisait l'intervenant précédent. Ouais, je ne suis pas aussi aisée que d'autres pour prendre la parole. Bonjour et merci pour l'invitation. Moi, je travaille à la CIMAD. Alors, la CIMAD fête cette année, c'est 85 ans. Mais je ne vais pas passer, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cette association qui est présente sur tout le territoire français et qui accompagne des personnes étrangères dans la défense de leurs droits. Et du coup, si vous voulez plus d'informations, parce que comme on n'a que 8 minutes, vous allez sur lacimad.org et vous trouverez tout ce que vous souhaitez sur ce point-là. Vous dire que d'où je parle, parce que ça fait écho à ce que vous venez de dire, Julien. À la CIMAD, on accompagne des personnes qui arrivent à la frontière et qui disent qu'ils sont mineurs ou elles sont mineures isolées. On accompagne des personnes qui se déclarent mineures et isolées et qui n'ont pas réussi à pousser la porte de l'aide sociale à l'enfance. On accompagne des mineurs, des personnes qui n'ont pas été reconnues mineures par les départements. Et on accompagne des personnes qui ont été confiées à l'aide sociale à l'enfance, mais qui sont mal ou pas suffisamment accompagnés, notamment dans la constitution de leur dossier pour la demande de titre de séjour. Donc, je vais vous parler d'un prisme. Je ne vais pas vous parler des jeunes qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance et pour qui tout se passe bien, parce que ce n'est pas ces jeunes-là qu'on accompagne dans leurs différentes démarches. Vous dire aussi que localement, on travaille souvent en interassociatif et donc avec d'autres au niveau local, parce que nous, on sait faire du droit des étrangers.
Après, le suivi social, le suivi médical, l'accompagnement, la scolarisation, il y a d'autres personnes qui font ça beaucoup mieux. Donc on ne sait pas faire. Donc il vaut mieux travailler à plusieurs, et y compris avec les collectifs de citoyens et des citoyennes qui sont présents localement. On a parlé de la sémantique. Moi, je trouve ça intéressant de se redire que pendant très longtemps, on a parlé des mineurs isolés étrangers sur le territoire français avec tout l'historique qui vient de nous être fait. Et que lors du comité de suivi au ministère en mars 2016, la ministre de la Justice a dit « Ah, mais en fait, tous les autres pays européens parlent des mineurs non accompagnés, nous on parle des mineurs isolés, donc on va changer notre sémantique et on va parler des mineurs non accompagnés. » Alors, pour nous, les mineurs non accompagnés, c'est les gamins qui prennent l'avion et qui ont leur petite étiquette orange autour du cou parce qu'effectivement, ils prennent l'avion, ils ne sont pas accompagnés. Et donc, mineurs non accompagnés, ça ne veut pas dire grand-chose parce que parfois, on a des gamins qui sont accompagnés par un oncle, par un grand frère, voilà. Mais ce n'est pas le représentant légal. Donc, c'est ni le parent ni le représentant légal et c'est pour ça qu'ils sont isolés. Et que le fait d'avoir utilisé non accompagné, ça ne veut plus dire grand-chose. Et comme chacun y met son petit terme, moi je vous partage juste comme ça, à la CIMAD, on a pas mal réfléchi, ça nous arrive, et on s'est dit, en fait, nous, les jeunes qu'on reçoit, c'est pour la plupart, donc c'est le public dont je vous ai parlé, mais c'est aussi une majorité de mineurs qui ne sont pas reconnus mineurs. Et donc à la CIMAD, on parle des Jedi. Alors au-delà du parcours du combattant et de Star Wars, mais c'est aussi le fait de parler des jeunes en danger, pour rappeler la question du danger. Et ce n'est pas eux qui sont dangereux, mais qui sont vraiment en danger et qui sont isolés sur le territoire, pour notamment aussi prendre en considération dans notre plaidoyer ces mineurs qui sont en recours devant le juge des enfants. Et pour information, dans les textes en France, on ne parle ni de mineurs isolés, ni de mineurs non accompagnés, ni de Jedi. On parle de... Alors, à chaque fois, je me trompe, donc j'ai mes petites pompes. La loi parle de l'enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial. Et c'est vrai que c'est important de remettre un peu les termes et voilà, de reparler de la sémantique. De la même manière, dans les débats et dans l'espace public, on entend pour beaucoup les mineurs clandestins, au-delà des mineurs délinquants, des mineurs terroristes. En fait, les mineurs clandestins ou les mineurs en situation irrégulière, ça n'existe pas. Un enfant n'a pas besoin de titre de séjour avant ses 18 ans, donc légalement, et c'est pas moi qui le dis, c'est le code de l'entrée du séjour, il n'y a pas besoin d'avoir un titre de séjour avant ses 18 ans. Mieux, pour les jeunes qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance, c'est avant les 19 ans, la veille des 19 ans. Donc quand on parle de mineurs clandestins ou de mineurs en situation irrégulière, on a juste envie d'arracher les micros des médias qui relaient et des discours politiques en disant, en fait, un mineur n'est pas en situation irrégulière puisque jusqu'à 18 ans, vous n'avez pas besoin de titre de séjour pour séjourner régulièrement sur le territoire français puisqu'il n'est pas prévu d'avoir un titre de séjour avant 18 ans. Vous dire aussi que quand on accompagne les mineurs dans leurs différentes démarches, on va s'appuyer sur la Convention internationale des droits de l'enfant, qui a fêté hier ses 35 ans. On va aussi s'appuyer sur le Code de l'action sociale et des familles, sur le Code civil, et malheureusement, de plus en plus, on va avoir aussi affaire au Code de l'entrée et du séjour, qui n'est absolument pas le bon véhicule, le bon outil pour parler des mineurs, parce que, encore une fois, on l'a dit, depuis 1983, ce sont les départements qui ont la compétence de la mission de la protection de l'enfance. Ce n'est pas l'État, ce sont les départements. La protection de l'enfance ne fait pas de distinction entre les enfants français et les enfants étrangers, quand bien même l'entrée dans la protection de l'enfance, comme il a été indiqué avant, va voir que pour les mineurs isolés, en tout cas pour les personnes qui se déclarent mineurs isolés, il va y avoir un dispositif spécifique. Mais à partir du moment où on est protégé, on ne devrait pas avoir de distinction entre les enfants français et les enfants étrangers. Mais effectivement, depuis quelques temps, on voit que les dernières lois Asile et Immigration sont venues modifier le Code de l'action sociale et des familles. Et vous imaginez bien que ça n'a pas été modifié dans le bon sens pour la protection de ces jeunes. Vous dire aussi que le cadre légal a pas mal évolué ces derniers temps et que toute la difficulté, c'est de voir sur quoi on s'appuie. Si je schématise un peu, on a l'entrée sur le territoire français, on a la partie de ce qu'on appelait l'accueil provisoire d'urgence, ou plus communément la mise à l'abri. Ensuite, on va avoir l'évaluation et puis on va avoir la prise en charge. Et ce qui est un peu étonnant, c'est que là, on commence à avoir donc, tout ce qui touche l'arrivée en France et l'accueil provisoire d'urgence jusqu'à l'évaluation. En fait, il y a une obligation des départements de mettre à l'abri ces jeunes. Et là, scandale,
Depuis 1 an et demi, on entend des départements qui assument publiquement le fait que ils s'assoient sur les textes, ils s'assoient sur la loi, et s'ils n'ont pas envie de mettre à l'abri les jeunes en attendant leur évaluation, ils ne le font pas. Donc il y a des départements qui le disent publiquement. La Défenseure des droits l'a rappelé encore récemment lors de ses auditions auprès de la Cour des comptes. Puis nous, on le voit constamment dans le quotidien, et j'imagine vous aussi. Et puis alors on a des départements aussi qui ont été très malins parce qu'ils se sont dit comme je suis obligé d'héberger et de mettre à l'abri jusqu'à l'évaluation, je vais faire l'évaluation le jour de leur arrivée. Comme ça, je ne me prends pas la tête, j'ai pas besoin de les héberger, j'ai pas besoin de faire un bilan de santé, j'ai pas besoin de voir quels sont les besoins de ces enfants, je fais tout le jour J. Et puis alors, on en a parlé de l'appui à l'évaluation de la minorité, ce fameux fichier qui a été mis en place à partir de 2019. Puis il y a une petite carotte qui a été rajoutée avec plusieurs décrets, c'est que les départements qui n'utilisent pas ce fichier, ils n'ont pas d'argent de l'État, parce que l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre. Donc autant vous dire qu'il reste, je crois, 2 départements qui n'utilisent pas le fichier sur le territoire français. Et donc du coup, vous poussez la porte, bonjour, je voudrais être protégée parce que je suis mineur isolé étranger. Attendez, on prend rendez-vous en préfecture, fichage de l'aide, on prend les empreintes, on prend les photos, etc. Et après seulement, on va faire une évaluation qui va être faite effectivement juste sur la course à la preuve des documents d'état civil qui sont systématiquement remis en considération. Je vous donne un exemple, on ne va pas prendre en considération les actes de naissance parce qu'il n'y a pas de photo. Mais nous, sur nos actes de naissance, il n'y a pas de photo. Donc on va demander et on va exiger de la part des pays d'origine de faire des choses que nous-mêmes en France ne faisons pas. Puis comme c'est fait à l'étranger, c'est forcément faux. C'est un peu le cocorico français. Donc du coup, on va remettre en considération les documents d'état civil qui sont faits par les pays d'origine. Donc là, on n'est pas du tout sur les besoins des enfants. On a quand même, la cellule mineure de la compagnie du ministère de la Justice, dans son dernier rapport, a bien mis en avant le fait aussi qu'il y avait des enfants de plus en plus jeunes qui arrivaient, y compris à partir de 11 ans. Donc là, généralement, c'est une évaluation faciès. Tu as vraiment la petite tête d'un minois, donc toi, on va vite te protéger. Par contre, tous les gamins entre 14 et 17 ans, eux, on est sur une évaluation faciès. On va faire les évaluations le jour même de son arrivée. Autant vous dire que le gamin n'a pas le temps de poser ses valises. Il est fatigué. Je ne vous parle pas des parcours migratoires, parce qu'en fait, avec cette Europe forteresse, donc il n'y a plus de visa, donc on passe par la route, on passe par la mer. C'est des années... pour certains, des mois pour d'autres, d'errance et de parcours migratoires extrêmement douloureux. Tout ça, ce n'est pas du tout pris en considération. Et là, à l'évaluation, on va dire à la personne, tu mens, tu théâtralises, tu es beaucoup trop grand pour te débrouiller aussi bien, donc tu es majeur. Donc voilà, cette évaluation est vraiment problématique. Et pour celles et ceux qui arrivent à être protégés, soit directement par les départements, ce qui est... Tout à l'heure, on rappelait 30% sur le territoire français et une personne sur 2 devant un recours devant le juge des enfants. Pour les personnes qui arrivent à être confiées, encore faut-il pouvoir être vraiment pris en charge parce que, comme vous le savez, sur la prise en charge elle-même, il y a de plus en plus d'appels à projets qui ne concernent que les mineurs non accompagnés avec du coup des prix au rabais. Parce qu'en fait, on peut avoir des appels à projets avec 30 à 70 € jour pour la prise en charge des mineurs non accompagnés, quand on est à 250 € jour pour une prise en charge normale pour un enfant en situation de danger. Et pire, on vient de voir dans certains départements des appels à projets où on mélange les publics. Alors, moi, on est assez pour le mélange du public, mais là, on mélange le genre. Donc, on a des appels à projets pour des mineurs non accompagnés, ça ne concerne que les mineurs non accompagnés, entre 12 et 21 ans, garçons et filles, dans des appartements collectifs. Là, on s'arrache un peu les yeux de la tête, et là, on se rend compte aussi que du coup, il y a un suivi éducatif, et ce n'est pas la faute des travailleurs sociaux, c'est qu'ils sont 1 pour 70 gamins, et donc du coup, ils passent une fois tous les 10 jours, juste pour voir si les enfants ont bien mangé. Donc on n'est pas du tout dans le suivi social et c'est ces jeunes-là aussi que nous on va voir à la CIMAD. C'est des gamins qui disent en fait moi je vais avoir 18 ans, je ne sais pas comment faire mon dossier de titre de séjour et il va falloir que je fasse ma demande de titre de séjour. En plus je rentre dans le... Enfin voilà, donc du coup il y a toutes les problématiques de droit au séjour. Je vois qu'il va falloir que j'accélère. Violaine, je suis désolée. Alors attendez, juste pour vous dire, parce qu'en fait on en a parlé rapidement, c'est que
on oublie très souvent que les mineurs non accompagnés peuvent faire des demandes d'asile et qu'il n'y a pas d'âge pour faire sa demande d'asile. Donc là aussi, on se retrouve avec des travailleurs sociaux à qui on demande d'être le couteau suisse, j'aimais bien. Moi, je dis souvent le mouton à 5 pattes, mais je reprends le couteau suisse, où on leur demande de savoir faire l'accompagnement social, mais également connaître le droit des étrangers. Donc, quand on est protégé, on peut aussi faire une demande d'asile en parallèle. Et pour information, en 2023, il y a eu 1350 mineurs isolés qui ont fait des demandes d'asile. Il y a 82% de protection à l'OFPRA, 95% à la Cour nationale des droits d'asile. Donc, quand on est bien préparé, ça vaut quand même la peine pour les jeunes qui risquent des persécutions en cas de retour de faire cette demande d'asile. Et par contre, on voit de plus en plus de difficultés à obtenir des titres de séjour à la majorité. Donc, n'hésitez pas à aller voir des associations. Il y a la CIMAD, mais il y a aussi le Secours catholique, la Ligue des droits de l'homme, Amnesty International, pour accompagner au mieux les mineurs. Et juste, vous allez me laisser juste une Oui, parce seconde que c'est intéressant, ça ouvre quand même un côté un peu plus optimiste. pour vous dire que la France, depuis 2023, a été rappelée à l'ordre à 2 reprises par le Comité des droits de l'enfant. Ah ben non alors. Si, non, mais attendez, parce que il y a eu des observations du Comité des droits de l'enfant qui vont complètement dans la conclusion de Julien Long, qui dit « Le comité regrette qu'en dépit de ses recommandations précédentes, la situation des enfants demandeurs d'asile ou migrants n'ait pas évolué. Il reste préoccupé par le fait que l'État partie ne prend pas suffisamment en considération l'intérêt supérieur de l'enfant, qui doit être un principe directeur dans tous les processus d'évaluation initiale et les arrangements ultérieurs. Il est en particulier vivement préoccupé par les pratiques arbitraires de détermination de l'âge, l'application arbitraire de la notion de minorité manifeste, l'accès insuffisant des enfants non accompagnés aux services de protection de l'enfance, à une représentation en justice, à un soutien psychologique, à une assistance sociale, aux soins de santé, à l'éducation, à un hébergement. Voilà, donc ils font pas mal d'observations. À 2 reprises, la France avait 180 jours pour mettre en place quelque chose qui allait dans le bon sens de la Convention internationale des droits de l'enfant. Autant vous dire qu'il n'y a rien n'a été fait. Et ça c'est l'ouverture positive, nous sommes un certain nombre d'associations à avoir attaqué toute la partie réglementaire du Code de l'action sociale et des familles qui est liée à l'évaluation pour demander une remise en cause de cette évaluation-là et pour demander qu'enfin il y ait la présomption de minorité, une protection des enfants jusqu'à la décision définitive du juge des enfants et que toutes les démarches qui soient faites soient liées par le principe de la protection et de l'intérêt supérieur de l'enfant. Et je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci. Alors, je pense qu'il y aurait beaucoup de questions à poser, mais est-ce qu'on peut essayer de trouver 1 ou 2 questions à la CIMAD? La CIMAD qui est donc un adhérent de la FEP et qui a une notoriété et sur laquelle beaucoup d'associations de la FEP comptent pour porter ce plaidoyer dont vous parlez là, parce que vous êtes sur le juridique, mais aussi sur le plaidoyer et la reconnaissance publique. Quand vous dites que plusieurs associations ont porté un recours, est-ce que quelqu'un aurait une question Cette présomption de minorité, il paraît qu'elle n'est pas dans les nouvelles lois. Parce que pour les jeunes de Belleville, on le disait sans arrêt, et on nous a dit, mais c'est refusé par les législateurs. Anne-Marie Dussalbert. Oui. Je pense qu'il faut aussi comprendre cette tension autour de la reconnaissance de la minorité par les responsabilités de prise en charge, puisque pour les adultes étrangers, le financement vient de l'État, tandis que pour les mineurs, le financement est départemental. Donc il faut aussi comprendre cette tension par les politiques publiques de prise en charge. Et ça joue beaucoup dans les reconnaissances de la minorité. Voilà, je vais être très court. J'ai entendu dire qu'il y avait actuellement des levées consulaires dans des territoires en Guinée, etc., pour justement aller chercher et accompagner à la fin, sur les titres de séjour, la reconnaissance du droit au titre de séjour. Est-ce que vous avez eu des informations, vous, à la CIMAD, sur ces levées consulaires, ces appels à projets qui permettent d'aller vérifier les souches des états civils des jeunes ? Alors, je réponds par la dernière question. Donc, non, on n'a pas d'informations liées sur ce sujet-là. Par contre,
la CIMAD en lien avec Futur au Présent, Médecins du Monde, le Secours catholique et il me manque une association, je suis désolée, je vais la retrouver. On a commencé à aller voir les consulats des pays d'origine en France pour leur faire part des difficultés de l'état civil des mineurs isolés. Et eux nous ont tous indiqué qu'ils ne sont jamais interpellés par les services de vérification de fraude documentaire, donc le service de la fraude documentaire qui est le service lié à la PAF qui est compétent pour regarder les documents d'état civil, et commencent à être un petit peu agacés de la remise en cause systématique de leurs documents d'état civil. Et je ne l'ai pas du tout précisé, mais en fait la CIMAD, mais d'autres associations aussi, travaillent dans les pays du Sud et dans les pays de l'Est aussi, en tout cas dans les pays d'origine, et ont des partenaires locaux et des associations avec lesquelles on travaille sur la question de l'état civil. Et donc effectivement, c'est très bien qu'il s'est levé là. Il faut voir après comment ça va être utilisé. Et ensuite, effectivement, toute la difficulté, c'est le financement. Mais pour l'année 2023, il y a eu un peu plus de 19 000 mineurs non accompagnés confiés à l'aide sociale à l'enfance. Il y a eu un peu plus de 318 000 mesures d'assistance éducative pour toute personne, enfant en danger. On se rend bien compte que le problème, ce n'est pas les mineurs non accompagnés. C'est le problème d'avoir une véritable politique de protection de l'enfance. Et quand il y a eu des enquêtes, je pense notamment sur la 2, oui, il y en a eu une autre, ça va me revenir. En fait, la difficulté de la protection de l'enfance, elle a été mise en lumière sur la situation des enfants français. Il n'a pas du tout été question de la situation des enfants étrangers. Donc on voit bien qu'il y a un manque de volonté important de mettre en place une véritable politique de protection de l'enfance. Voilà. Et sur la dernière question, effectivement, c'est pas marqué noir sur blanc dans les textes français, mais c'est marqué dans les autres textes internationaux. Et en fait, la France, elle signe et elle ratifie des conventions qui lui sont applicables. Donc, et c'est notamment le cas de la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc, il est temps que la France applique les textes qu'elle a ratifiés. Merci. Alors, la parole au diaconat de Mulhouse. Je fais vite, mais j'ajouterais que oui, vous m'entendez ? 1, 2, 1, 2. En fait, il faut le mettre sur votre menton. Ok, ça marche. Ouais, la question du financement est accentuée par la loi Taquet et par la non-volonté des départements et les difficultés financières à s'aligner aussi sur ça, puisque la prise en charge d'un mineur par l'aide sociale à l'enfance implique aussi la non-sortie sèche du dispositif à 18 ans et le financement qui relève du coup de la compétence des départements jusqu'à la fin des contrats jeunes majeurs. Et quand on sait, en tout cas dans notre département, 80% des contrats jeunes majeurs, c'est contractualisé avec des MNA, ça rend d'autant plus fort l'enjeu de l'évaluation et ça intensifie la rigueur en tout cas d'évaluation de la minorité et de l'isolement. La compétence étatique et départementale, l'enjeu permanent, et c'est la question aussi, je suis désolé, avec nos MNA demandeurs d'asile qui n'ont pas encore obtenu de protection à 18 ans et pour lesquels on demande des contrats jeunes majeurs pour avoir une continuité de placement qui fait sens pour travailler l'insertion de ces jeunes, où le département va, tant qu'il le peut, se défausser sur l'État et demander à ce que ces jeunes basculent en CADA, même pour quelques jours ou quelques semaines, alors qu'il y a un travail de projet et d'insertion qui est commencé chez nous et qui mériterait d'être continué à partir de nos établissements. Merci Violaine. Et je profite, voilà, donc Elia m'a pris la parole, mais pour donner la parole au diaconat protestant de Mulhouse, qui est bien représenté ici. Ils sont venus en nombre de Mulhouse. Et vous avez un support PowerPoint, mais je pense que vous pouvez aussi parler comme ça. Donc, vous êtes directeur de pôle. Oui, c'est ça. Bonjour, donc Cyril Ruyer, directeur du pôle à la fondation de la Maison du Diaconat de Mulhouse. Donc, on est quelques ploucs alsaciens à être arrivés. Si je fais référence à Monsieur Long, on est nombreux. Je vais vraiment essayer de faire pour attraper le temps. Je n'arriverai peut-être pas. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est juste le repas qui nous attendra. Ah, voilà.
Je parle tout de suite du secteur social. Au sein de la Fondation, on a plusieurs secteurs, dont la protection de l'enfance. Tout en haut, la protection de l'enfance, où il y a 150 salariés, 813 places, dont 485 MNA dans ce secteur. On a également un CADA, c'est le secteur asile et réfugiés. Donc je vais tout de suite parler des mineurs non accompagnés. On peut passer à la slide suivante. Et puis la suivante aussi. Bon, là, je ne vous apprends rien. Nous, on accompagne les mineurs non accompagnés évalués. Donc sur les 3 fameux critères. On peut passer à la suivante aussi. Ça, je pense aussi, vous le savez, au niveau professionnel, vu qu'on a une équipe professionnelle qui les accompagne, ces mineurs ont la chance, puisqu'ils sont évalués, d'être accompagnés de manière globale, à avoir l'ensemble des possibilités d'accompagnement dans la protection de l'enfance, avec quand même une nuance, et c'est vrai, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, le prix de journée est 2 fois, voire des fois 3 fois moins important que pour les autres structures de la protection de l'enfance, alors que ce sont des enfants en danger également. Mais ça ne nous a pas fait peur. On a répondu à un appel à projet en 2019. On n'était pas spécialisé dans les MNA. On avait une MEX au sein du pôle social. Et on s'est dit, c'est pas beaucoup en prix de journée, mais on pense pouvoir construire quelque chose. Et je pense qu'on ne fait pas trop mal le travail, puisqu'aujourd'hui, on nous fait confiance. On continue d'avoir des places supplémentaires. Et cet après-midi, on a Tarek et Samuela qui pourront témoigner de des difficultés qu'ils ont pu vivre aussi chez nous, parce qu'on est limité un peu dans les moyens, mais en même temps, on les a accompagnés jusqu'au bout. Aujourd'hui, ils sont insérés, ils vous en parleront tout à l'heure. Donc, on accompagne près de 60% de l'ensemble des MNA en Alsace, en collectivité européenne d'Alsace. C'est une collectivité un peu particulière chez nous, puisque c'est la réunification du conseil départemental du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. On l'appelle la collectivité européenne d'Alsace. Donc on a la majorité de ces jeunes, sachant qu'il y a entre 900 et 1000 MNA chaque année qui sont pris en charge sur notre territoire. On peut passer à la slide suivante. Et donc ce qu'on propose, là aussi je fais vite parce que je laisserai un temps de parole à Yann qui pourra expliquer un peu nos évolutions. On a un parcours d'accompagnement qui démarre à 14 ans, des fois 13 ans. En tout cas, 14 ans sur le papier, on est autorisé, où on accompagne les jeunes dans des unités, ce qu'on appelle les unités guidées. Yann en parlera tout à l'heure. Et puis, le parcours traditionnel qu'on retrouve souvent proposé aux MNA évalués, habités dans des appartements en colocation sur lesquels on les accompagne jusqu'à l'autonomie à 18 ans et quelques places jeunes majeurs également sur tout le territoire. Ça, c'est juste pour vous dire que de manière générale, on a un jeune sur 2 vient d'Afrique subsaharienne, dont principalement des Guinéens, et un jeune sur 3 d'Asie, principalement des Afghans. Et puis quelques Tunisiens et d'autres issus des régions des Balkans. Voilà, la prise en charge chez nous est de 2 ans et 3 mois. Donc ça nous laisse le temps de construire un certain nombre de choses sur le plan éducatif au niveau scolaire pour pouvoir préparer leur insertion et à 18 ans obtenir un titre de séjour. Et ce qui nous aide vraiment, on peut passer à la slide suivante, c'est que c'est vrai, même si les moyens sont moindres, mais 85% des jeunes que nous accompagnons sont bien insérés, soit dans un projet scolaire stable, soit professionnellement. On peut passer à la slide suivante. Et on a mené une enquête récemment sur tous les jeunes qui étaient accompagnés de 2019 à 2023 et qui sont sortis de nos dispositifs. On les a appelés un par un, tous n'ont pas répondu, mais en tout cas tous ceux qui ont répondu, 93% d'entre eux sont toujours insérés aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est dommage avec ce qu'on a pu entendre, quand on voit dans les médias ou discours populistes, etc., mais toujours en avant que voilà, ces mineurs non accompagnés représentent un danger, etc. etc. Et on n'appuie pas suffisamment sur ces chiffres-là qui sont vrais et qui sont réels. Vraiment, une très grande majorité sont insérés. Et pour vous expliquer juste cette petite anecdote, quand on s'est installé dans le nord de l'Alsace, qui est très à droite, voire extrême droite dans certains villages, ça s'est pas très bien passé pas très bien passé avec les élus qui nous ont vu arriver. Oh là là, attention, ils débarquent tous avec les étrangers, ces jeunes étrangers, etc. Mais on savait qu'il y avait un bassin d'emploi
qu'il manquait, qu'il y avait des difficultés de recruter des personnes, c'est ce qu'on a mis en avant. Et au final, aujourd'hui, et c'est vrai, hein, Yann pourra en témoigner, les jeunes patrons viennent nous voir et nous demandent si on n'a pas encore quelques MNA qui seraient prêts à travailler dans les restaurants, dans l'industrie, etc., etc. Donc ça a bien évolué en 3 ans. Voilà, c'est des chiffres qu'on n'arrive pas à bien mettre en avant, pas suffisamment médiatisés, et c'est bien dommage, hein. Et puis, juste pour les secteurs, et j'arrête là-dessus, on les a mis sur un petit podium, c'est vrai qu'on retrouve principalement des personnes insérées dans les métiers de bouche, et sinon c'est BTP et industrie, mais ça je pense que vous en doutiez également. Et je laisse Yann nous expliquer un petit peu comment on a évolué, ce qu'on a proposé de plus innovant par rapport aux profils qui ont évolué ces dernières années, et surtout vous connaissez bien les MNA depuis... Oui, cette fois je le mets bien sur mon menton. Moi c'est Yann et je suis chef de service de l'unité guidée du Samna Agno, donc une unité de notre établissement qui s'appelle Samna et qui relève de la fondation Diaconat, et je vais bientôt être, ou je suis, je ne sais pas, directeur des services MNA du Haut-Rhin et d'un service d'évaluation des besoins socio-éducatifs et d'orientation des MNA primo-arrivants. Alors il faut faire vite, il y a 4 minutes, 5 minutes, je vais essayer de faire très très vite. Donc je vais parler de la réalité au niveau local, mais qui se croise un peu au niveau national. Alors il y a parfois des différences. J'ai commencé à bosser avec les MNA en 2012 en participant à la création du premier dispositif dédié. Donc j'étais le premier éducateur du premier dispositif dédié à l'accueil des MNA, donc d'une autre association qui n'était pas la fondation, dans le Bas-Rhin. Et je vais vraiment schématiser, je vais faire très très vite, et après vous aurez la possibilité de poser des questions. Mais en gros, à l'époque, 80% de nos MNA, c'était des Guinéens entre 16 et 18 ans et des Bangladais entre 16 et 18 ans. Voilà, c'était la réalité du Bas-Rhin. Ils arrivaient, ils étaient en général scolarisés antérieurement, ou pour les Africains subsahariens, ils avaient au moins eu un peu d'école à domicile par les parents. Il y avait un capital culturel qui était plus important. Et il y en avait qui arrivaient en avion, comme le disait l'intervenant à l'époque, notamment nos Guinéens, Peul, j'en avais qui arrivaient en avion, qui passaient par des routes migratoires qui étaient un peu moins foireuses avant la chute de Kadhafi. Et en gros, les dispositifs dédiés consistaient à l'accueil de ces MNA, à assurer le suivi sanitaire, scolaire, psychologique, éducatif, à partir de colocations en appartements diffus. Et on avait des jeunes qui étaient relativement responsables et qui avaient un niveau scolaire, un bagage scolaire ou culturel qui leur permettait de raccrocher les wagons assez vite dans le système scolaire, et surtout pour les plus de 16 ans pour lesquels il n'y avait pas de place, de trouver un patron rapidement pour biaiser un peu le manque de place en scolarité qualifiante classique. Et en fait, ils intégraient des CFA, ils obtenaient des papiers, et c'était assez fluide, même si c'est des jeunes qui avaient parfois traversé des choses compliquées, qui venaient quand même de parcours migratoires difficiles. Mais ce qu'on a constaté en 2019, quand on a créé notre service, c'est qu'on avait un rajeunissement de nos MNA, qu'on avait des parcours migratoires qui étaient plus compliqués, qu'on avait des situations post-traumatiques plus importantes, des expressions post-traumatiques plus importantes, des jeunes en grande situation de fragilité. Les nationalités ont changé. On a, ça j'ai vu, c'est au niveau national aussi depuis 2 ans maintenant. Les Tunisiens qui sont 3e nationalité, qui arrivent plus jeunes, on a dit 14 ans avant, on accueille à partir de 13 ans dans les faits. Et on accueille, la situation géographique de Strasbourg fait qu'on accueille beaucoup d'Afghans et on accueille aussi beaucoup de Tunisiens, le double du niveau national, et pareil pour les Afghans. Et on s'est rendu compte que le passage en appartement semi-autonome directement, c'était compliqué. Il n'y avait pas l'apprentissage du bien vivre en appartement. C'est des jeunes qui sont plus immatures, plus fragilisés, et qui avaient besoin d'un apprentissage du quotidien, de choses qu'ils savaient faire avant, à savoir faire à manger, laver son linge, dire bonjour aux voisins, la gestion énergétique, le chauffage. Et donc on a pensé un système à mi-chemin entre la MEX, le FAE et le suivi en appartement diffus.
Et c'est mon petit bébé, l'unité guidée, les maisons guidées. Donc on a à moyens constants, en fait, on a mis plus de moyens à l'arrivée pour permettre aux notamment plus jeunes, plus immatures, mais aussi aux autres qui passent de faire un sas d'adaptation, un sas de compréhension de ce qui leur est demandé et de leur environnement. Et donc ça passe par une équipe pluridisciplinaire un peu plus variée, des CESF, des éducatrices, des assistantes sociales, mais aussi des maîtresses de maison. Une présence au quotidien, pas un passage tous les 10 jours, puisqu'on a aussi un service autonomie où effectivement les éducateurs passent parfois une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Mais ça concerne des jeunes qui sont déjà dans un projet, qui vont seuls à l'école, dont on sait qu'ils vont nous appeler quand il y a une difficulté, qui vont savoir où sont les ressources, à qui s'adresser quand il y a un souci. Il y a une relation de confiance qui est déjà installée. Donc voilà, on a créé ces maisons guidées, on en est fiers et je pense que même pour des établissements qui accueillent pas aussi jeunes que nous, ce principe de mettre l'accent au début de la prise en charge et de faire une forte évaluation des besoins, parce que là je parle des plus jeunes, je vais m'arrêter vite, mais pour ceux qui arrivent à 17 ans et demi, pour qu'il faut tout construire en 6 mois, c'est des jeunes qu'on va garder en maison guidée jusqu'à 18 ans et avec lesquels on va construire au plus vite avec tous les outils qu'on a créés. On a créé une grille d'évaluation de l'autonomie, des besoins primaires, du projet, qu'on remplit semaine après semaine avec le jeune, où on coche des étapes. Et c'est à peu près tout. Je vais m'arrêter là. Je vous laisserai poser des questions. Merci d'avoir présenté ce nouveau dispositif, ou en tout cas une adaptation liée à ce qu'on a pointé, l'évolution des dispositifs et réglementations. Elle se traduit aussi concrètement dans les associations qui savent innover, et vous le faites régulièrement. Mais là, il nous semblait intéressant de parler de cette initiative de la Fondation du Diaconat de Mulhouse. Et il y en a une autre, je crois, que vous avez dédié des fonds de psychologues. Enfin, vous avez mis en place un service qui n'existait pas avant pour répondre aux nouveaux besoins identifiés d'accompagnement d'ordre psychologique des jeunes que vous accueillez. Tout à fait. En fait, on a mis l'accent au début et rendu systématique avec les bilans médicaux l'entame d'un suivi psychologique et d'éventuelles d'ailleurs orientations du suivi psychologique vers l'extérieur pour qu'il perdure à la sortie du SAMNA. Le fait d'avoir peu de moyens amène aussi à beaucoup externaliser et à s'appuyer sur d'autres ressources. Je pense au FLE par exemple, où on va s'appuyer sur des associations, sur des centres socioculturels, sur des dispositifs, plutôt que d'avoir des profs de FLE en interne par exemple. Mais ces choses-là permettent la perdurance à la sortie du SAMNA, d'établir des ressources qui vont être viables après 18 ans. Alors sur la question de la coordination ou des relations qui se passent entre associations et vous, on y viendra après avec Jean-Marc, je pense. On va laisser la parole à la salle si quelqu'un a envie de poser une question. Oui, alors il y a 2 questions ici. Merci. Bonjour, donc moi je suis une plouc alsacienne aussi, du coup je suis Caroline Egelin, directrice du pôle adolescence de l'association Résonance à Mulhouse. Je suis très intéressée évidemment par la présentation de votre dispositif. Alors nous on est beaucoup plus petits puisque sur un de nos dispositifs on accueille 30 mineurs ou jeunes majeurs non accompagnés. Moi ma question elle est purement pratique. Pour mettre en place ce dispositif, alors je ne sais pas si vous aurez l'autorisation de répondre à ma question, mais quel est votre prix de journée pour justement développer ce dispositif? Merci. Et si je peux poser une question complémentaire. 150 euros. Si je prends aucun risque, il est entre 20 et 150 euros, je disais. Non, oui, les éducateurs vous-même, vous connaissez le prix de journée, hein? Non? 56, j'entends là-bas au fond. Qui dit mieux? Voilà. Non, c'est 63. 63 euros pour être... Voilà, ça reste entre nous ici à Paris, à mesure du possible, mais voilà, c'est ce qu'on retrouve. Ça tourne un peu autour, un peu au-dessus, un peu en dessous pour certains. Voilà, c'est une fourchette plutôt basse quand même. Il y a quelques fois, ça va un peu plus haut, mais pas beaucoup plus haut. Merci de votre franchise. On garde ça entre nous, mais c'est vrai qu'au Cercle Enfance-Jeunesse de la FEP, on commence souvent au moment du tour de table par se dire « Et toi, dans ton département, c'est quoi ton... » Guilhem, tu voulais... C'était par rapport au financement et de savoir si vous... Parce que, bon...
il y a des services qui sont assez intégrés. Est-ce que vous avez des cofinancements qui viennent aussi vous aider à mettre en place ce dispositif-là, ou est-ce que vous ne dépendez que des financements du département? Alors c'est vraiment que le financement de la CEA, et on aurait aimé bénéficier de cofinancement des fonds européens par exemple, mais à chaque fois la réponse qui nous est apportée, c'est que vous avez de toute façon un financement par la collectivité départementale, donc vous êtes exclu pour pouvoir vous positionner sur des fonds européens. On en a sur d'autres dispositifs, mais là c'est pas possible, c'est la réponse qu'on nous renvoie à chaque fois. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent se jouer, il faut encore qu'on tire un petit peu auprès de l'ARS. Peut-être des choses qu'on arrivera à obtenir, mais c'est bien tout. Ouais. Alors une dernière question qui était à côté de toi, Guilhem. Bonjour, je suis Alban Cicluna, je suis chef de service pour la Fondation Armée du Salut. Je serais très curieux, si c'est possible, de résumer en quelques mots votre processus d'évaluation des besoins des jeunes. Il nous est demandé en Ille-et-Vilaine de distinguer des jeunes vulnérables et autonomes avec un prix de journée qui est bien distinct, hein, et savoir comment vous l'appliquez dans le quotidien, parce que je pense que c'est un peu le nerf de la guerre pour pouvoir faire valoir les compétences de chaque jeune. Alors il y a deux choses. On a un service d'évaluation des besoins socio-éducatifs qui va nous rejoindre en janvier, qui va rejoindre la Fondation en janvier, qui est donc qui rentre dans le cadre de la loi. Donc le département demande que soient évalués les besoins socio-éducatifs de ces gamins pour savoir vers quel dispositif dédié les orienter, même si en vérité tous les dispositifs dédiés à peu de choses près se ressemblent. Sur notre territoire, il y a deux dispositifs pour des jeunes de 13 à 15 ans qui bénéficient de prix de journée plus élevés avec une prise en charge, un collectif, une prise en charge au quotidien plus importante. Et nous, au sein du SAMNA, pour que les jeunes puissent sortir, donc juste pour être clair, on a 98 places en unité guidée pour 112 places en unité autonomie. Pour ce passage, notre grille d'autonomie comporte des items très simples, en fait, la maîtrise du français, la capacité à se repérer dans l'espace, des choses toutes bêtes, solliciter un médecin de façon autonome, se rendre à l'école, se lever le matin, comprendre l'utilisation des produits ménagers, ne pas se mettre en danger au quotidien par des incompréhensions d'utilisation de produits ménagers, de manipulation du gaz. On n'a pas de gaz d'ailleurs, on n'a que des plaques électriques. Mais c'est des items très simples d'autonomie primaire. Voilà, savoir se laver, se brosser les dents, la capacité à se lever le matin, à se coucher tôt, l'état psychologique aussi, le besoin de sécurisation, le besoin de contact au quotidien, la capacité à s'endormir le soir. Je parlais du post-trauma avant, mais il est très présent. Et je parlais avant notamment de nos jeunes Tunisiens, parce que très jeunes, parce que vulnérables, parce qu'un contexte migratoire particulier avec cet effondrement de la Tunisie, la déscolarisation de beaucoup de gamins et une errance préalable à la prise en charge à l'ASE. Et ces gamins-là, on a aussi affaire à des choses auxquelles on n'avait pas autant l'habitude en prise en charge des MNA, à savoir des conduites à risque, conduites addictives, une fréquentation d'un milieu délinquant, parfois un rapprochement de certains réseaux, la mainmise communautaire, dans le mauvais sens du terme pour le coup, d'une frange de la communauté qui vit de larcin et de conduite délinquante. Et ces jeunes-là, prioritairement, resteront en maison guidée. Il y a des jeunes qui passeront à peine quelques semaines ou même quelques jours en maison guidée et partiront en appartement, notamment pour faire fructifier aussi une responsabilisation et une maturité acquise par le parcours migratoire. Et il y a des jeunes qui sont en demande de cette reconnaissance. Je suis plus un petit, je me suis débrouillé seul, je te reconnais comme adulte bienveillant et accompagnant, mais je veux pas être traité comme un petit. Et on a symbolisé des choses aussi dans le règlement. Les gamins doivent être de retour à 21h en maison guidée. En appartement autonomie, c'est 22h la semaine, minuit le week-end. C'est des choses toutes bêtes, mais il y a ce besoin aussi pour certains, et parfois plus jeunes sur le papier ou dans les faits ou physiquement, mais plus vieux en maturité, ont besoin de cette reconnaissance et ont besoin qu'on leur laisse une liberté
qu'ils ont acquis par ailleurs parfois durant 1 an, 2 ans, 3 ans de parcours migratoire et de prise en charge solitaire. Merci Yann. J'ai parlé beaucoup. Cyril, vous vouliez dire un mot pour... Aussi, je complète, je viens d'y penser, les prix de journée sont de toute façon publiés, les délibérations publiquement, donc on peut en parler facilement. Le nouveau service qu'on aura d'évaluation, c'est 107 €, entre 105 et 107. Comme ça, vous le saurez aussi auprès de l'association Résonance. Et donc 63 pour une prise en charge. Donc vous voyez, il y a déjà une différence là. Pour faire une évaluation, on estime qu'il faut plus de monde pour faire cette évaluation. On met plus de moyens. Et puis pour la suite, on en met finalement moins. Voilà. Merci. Il faut préciser que sur ces services d'évaluation des besoins socio-éducatifs, on peut avoir des jeunes de 11 à 18 ans. Il y a des filles aussi qui nécessitent un autre encadrement, une autre présence, qui viennent d'autres filières, d'autres pays, qui présentent d'autres problématiques. Donc le 105 € se justifie largement par rapport aux 63 € du dispositif accueillant des adolescents. Merci beaucoup. Merci le diaconat protestant de Mulhouse. On les retrouvera cet après-midi avec 2 jeunes qui nous rejoindront. Et là, j'aimerais laisser la parole à Jean-Marc Lefebvre, donc, qui est président du diaconat de Grenoble, une autre association qui porte aussi le nom de diaconat, mais qui ne fait pas la même chose. Alors, je commence par vous dire que c'est officiel, nous mangerons en retard puisqu'il est 12h30 et que je ne peux pas faire de l'instantané. Donc le diaconat de Grenoble, même si c'est le même nom que le diaconat de Mulhouse, ce n'est pas exactement le même type d'association, c'est ce qu'on appelle un diaconat de paroisse, c'est l'association d'entraide de l'Église protestante unie de Grenoble, c'est-à-dire que c'est une association de bénévoles. Nous avons tout de même 1 salarié, 2 avec un projet de la FEP, mais c'est un peu particulier, qui est alimenté en termes de bénévoles principalement par la paroisse et qui est alimenté en termes financiers principalement par des dons de paroissiens. Nous avons un dispositif que nous avons mis en place bien avant Enfin, il y avait déjà, si j'ai bien compris, des jeunes isolés qui circulaient, mais bien avant qu'on parle de MNA comme on en parle maintenant. C'est un dispositif qu'on a mis en place en 2011, qui est un dispositif d'hébergement citoyen. Qu'est-ce que je veux dire par hébergement citoyen ? Ce sont des bénévoles, ou des familles bénévoles, qui vont accueillir chez elles des gens qui sont en errance, qui sont à la rue. Et lorsqu'on a créé ce dispositif en 2011, l'idée c'était de réserver ça à des gens pour lesquels le TAS défausse complètement. Il y a toute une controverse sur la loi Dallot, où on dit que la loi Dallot s'applique à tous, mais curieusement, les préfets ont tendance à considérer que ça ne s'applique pas sur les étrangers sans papier. Donc très vite, le public a été les étrangers sans papier. Le principe d'accueil pour pouvoir trouver des familles qui peuvent faire ce genre de choses, ce n'était pas du tout des accueils longue durée comme il peut exister dans d'autres structures, mais des accueils de 3 semaines, environ 3 semaines dans une famille, et ensuite on change de famille quand on est accueilli. Donc la personne accueillie est accueillie par le diaconat jusqu'à ce qu'elle trouve une autre solution qui lui convienne mieux que ce dispositif. Et dans les familles, eh bien, je mets à disposition 3 semaines pour accueillir quelqu'un avec une chambre. Cet accueil veut dire je fournis le petit déjeuner, le dîner et la chambre pour la nuit. Dans l'idée du dispositif, les gens vaquent à leurs occupations dans la journée et on ne s'occupe pas du déjeuner. Il y a des structures sur Grenoble pour les gens à la rue qui peuvent fournir des déjeuners. Pour donner un chiffre, on n'a pas des gros tableaux de chiffres, on est sur des plus petits nombres que ce que vous avez indiqué tout à l'heure. Avec une vingtaine de familles, ce qui est à peu près la taille du réseau aujourd'hui, on accueille environ 5 personnes. On est monté à 8, on est descendu à 4, mais voilà le nombre de personnes qu'on peut accueillir simultanément. Néanmoins, depuis la création du réseau, on a peut-être accueilli 80 personnes qui, dans la grande majorité des cas, même lorsqu'elles sont sorties du réseau, restent en France, améliorent leur situation. Et le côté satisfaisant tout de même de cette action, c'est qu'on voit que ça a joué quelque chose de positif pour eux dans la durée. On a toujours eu quelques jeunes en errance qui sont rentrés dans le dispositif, mais de façon très anecdotique. Et c'est intéressant parce que dans les différents exposés qu'on a entendus, c'est des choses qui parlent au vécu qui se confrontent au vécu. Quand on en avait très peu, et ils arrivaient souvent en avion aussi, alors que maintenant ils n'arrivent plus en avion, et
c'était assez facile de leur trouver même des hébergements en internat, dans les lycées, pris en charge par l'aide sociale du lycée, pas de l'aide sociale à l'enfance, mais l'aide sociale du lycée. Et donc nous, on intervenait uniquement les week-ends et les vacances, puisque les internats sont fermés à cette période-là. Maintenant, ça n'existe plus. Ils sont toujours scolarisés dans les lycées dans un certain nombre de cas, mais ils ne sont plus pris en charge gratuitement, en tout cas sous forme d'internat. Ce qui est toujours la même chose, c'est que le fait de pouvoir accueillir comme ça, et le diaconat va jouer un rôle d'accompagnement sur les petits besoins matériels, c'est-à-dire les vêtements, parce que ça existe, le matériel scolaire, parce qu'il faut bien du matériel scolaire, l'assurance en responsabilité civile, puisqu'il faut bien, dès qu'on fait une activité scolaire, avoir quelque chose, et aussi l'interlocuteur vis-à-vis de l'éducation nationale, parce qu'il faut un adulte référent de temps en temps, donc c'est le diaconat qui s'y colle, ça marche assez bien, on dit c'est le diaconat et ça a l'air de les satisfaire. Depuis quelques années, je dirais 2 ou 3 ans, en fait, le public qu'on accueille est presque que des MNA. Pourquoi est-ce que c'est presque que des MNA? Et j'ai compris tout à l'heure quand vous aviez dit que lorsque c'est des mineurs, c'est le département qui s'en charge, et lorsque c'est majeur, c'est l'État. Ça, c'est voilà. Donc, et quand je dis des MNA, c'est pas des MNA, c'est des MNA déminorisés, comme vous disiez. Mais moi, j'aime mieux dire suspectés de majorité, parce qu'il y a cette espèce de suspicion de l'administration, qui sont d'ailleurs parfois régularisés après. Hein, donc, on voit bien que c'est une première approche administrative. Eh bien, ils tombent dans un vide. Parce que s'ils veulent aller dans les structures pour adultes, mais qu'ils ont toujours leur papier sans photo, acte de naissance ou autre, on va dire « Ah ben vous êtes mineur, donc je ne peux pas vous prendre en charge ». Donc le département les a rejetés, mais lorsqu'ils vont dans une structure pour adultes, on leur dit « Vous n'êtes pas adulte ». Et notre dispositif est un des rares sur la place de Grenoble où on ne regarde pas l'âge en fait. Donc on va prendre aussi bien des mineurs que des majeurs. Et donc il n'est pas difficile de trouver des gens qui rentrent dans notre système. Et je voudrais terminer par un petit focus. Là, je vous ai expliqué le dispositif, le fait qu'on les accompagne. On les accompagne uniquement par une mise à l'abri et puis quelques besoins matériels de base. Le reste de l'accompagnement est fait en fait par d'autres associations. Et vous le mentionniez tout à l'heure qu'il y avait aussi, vous faisiez une partie qui était le juridique. D'ailleurs, les mineurs qu'on accompagne sont en général accompagnés juridiquement par la CIMAD à Grenoble. Ils rentrent dans le circuit souvent par un point d'entrée qui est le Secours catholique. Alors ça, c'est aussi assez extraordinaire quand j'ai appris ça. Donc le département fait une évaluation en une journée, comme vous l'aviez dit. Donc le soir, soit bingo, je suis pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, soit pas de pause, je ne suis pas pris. Mais dans ce cas-là, ils sont gentils, ils donnent les coordonnées du Secours catholique. Parce que le Secours catholique fait tous les matins un accueil inconditionnel, avec un petit déjeuner, etc., pour qui veut venir, donc entre autres ce public-là. Et eux, ils en profitent pour faire une captation sociale, en quelque sorte. Qu'est-ce qu'on peut faire comme accompagnement social? C'est d'ailleurs très souvent eux qui vont nous adresser des jeunes dans le dispositif. Et puis après, on a aussi une autre problématique de ces MNA, c'est qu'ils n'ont jamais été tout à fait au bout de l'école, puisqu'ils sont encore dans les stades où ils vont à l'école. Donc on a créé à Grenoble une association qui s'appelle 3 Amis, qui a été créée par le Secours, le Diaconat, la CIMAD et quelques autres acteurs locaux, qui est une association qui fournit des cours dans la journée, ce qui d'ailleurs leur évite d'être à la rue. Il paraît que c'est pas bien quand ils sont à la rue, etc. Donc on leur fournit des cours. C'est une association qui marche bien, qui a 150 élèves par an à peu près, et qui ne prend pas d'élèves qui sont à la rue. Donc quand ils rentrent dans notre dispositif, ils peuvent être scolarisés par 3 Amis, et qui essayent après ça de les orienter vers l'éducation nationale. Pourquoi je parle de ça? C'est que je pense que dès qu'on rentre dans le secteur informel dont vous parliez tout à l'heure, associatif informel, la mise en réseau, la collaboration est vraiment très importante, parce que c'est vrai que c'est assez lourd, c'est des financements et encore qui sont sans doute insuffisants lorsque c'est pris en charge par une association, mais lorsque c'est diffus comme ça, aucune association va mettre 63 € sur la table pour accueillir dignement quelqu'un, mais par contre la collaboration réussit à faire quelque chose. Voilà, c'était ce témoignage-là que je voulais vous porter. Et je suis prêt à répondre. Merci Jean-Marc. Effectivement, c'était un témoignage. Est-ce qu'il y a une question, non, plusieurs questions sur ces dispositifs d'accueil citoyen, ces jeunes qui ne sont plus pris en charge? Jean-Marc parlait d'un vide. Il y a un vide autour de ces jeunes.
Alors, oui. Merci pour cette intervention et ce témoignage. Je veux savoir quel était le rapport du diaconat avec justement la protection de l'enfance, l'ASE, les institutions. Est-ce que par exemple les mairies vous financent, vous accompagnent? Parce que je sais qu'à Nantes, la mairie, elle a joué ça justement, elle a joué son rôle d'accompagnement des collectifs pour les mineurs ou déminorisés. Est-ce que vous avez de bonnes relations avec les institutions? Alors, oui, nous avons des bonnes relations avec des institutions locales, à savoir, je dirais, la mairie, comment ça s'appelle, Grenoble-Alpes Métropole, enfin la métro, mais pas du tout sur cet aspect-là. On fait d'autres choses, on a une distribution alimentaire, ça c'est très à la mode, les distributions alimentaires en ce moment, il faut financer le soutien alimentaire. Donc ce point-là, on n'a jamais eu de financement spécifique, enfin, on a pu l'évoquer, mais en général, ce n'est pas pris en compte, justement, et les gens n'ont pas tellement envie d'en entendre parler. Donc, le diaconat a des financements de collectivités, mais pas sur cet angle-là. Et puisque j'ai repris le micro, j'en profite pour donner juste une précision auquel j'ai repensé. Le fait de tourner toutes les 3 ou 4 semaines, c'est pénible, c'est très dur. Mais bon, c'est une nécessité pour pouvoir avoir le réseau de bénévoles. En revanche, il y a au moins une bonne propriété qu'on a réalisée après coup, c'est que pour ces jeunes qui arrivent, qui ne connaissent pas la France, qui ne connaissent pas le milieu, qui circulent dans différentes familles, c'est aussi un très bon apprentissage de l'intégration. Parce que ils vont rencontrer, parfois ça va être une personne seule, parfois ça va être une famille avec des jeunes enfants, parfois ça va être des couples de retraités mais qui ont une chambre disponible. Et évidemment, il y a de la richesse dans tous ces échanges qui saisissent plus ou moins. Et le dernier point, je dirais, c'est des ados comme les autres aussi, d'une certaine façon. Alors, ils ont peut-être plus de traumas, etc. Mais dans la relation au quotidien, ça nous arrive d'en accueillir aussi, on retrouve un petit peu nos anciens ados. Allez-y. J'avais juste envie de rajouter ça, et moi je suis d'accord, on les voit adopter des comportements d'adolescents, mais à ceci près, et cette petite nuance, je voulais en parler avant avec le post-trauma, qui a quand même le poids du mandat. Et quand je parlais des accompagnements en maison guidée, il y a aussi cet accompagnement qu'on a appris à faire, et qu'on a appris à faire au fur et à mesure des années, de dire la vérité à la famille sur ce qu'on gagne comme argent ici, ce dont vous parliez, hein, le Instagram à côté de la belle voiture, et il y a un vrai décalage entre ce qui est cru au pays, de la situation réelle, y compris des ninis, qu'on appelle parfois ninis, des jeunes qui sont pas pris en charge en tant qu'MNA et qui font croire au pays que tout va bien. Il y a le poids du mandat, et oui, c'est des adolescents, mais des adolescents issus de sociétés patriarcales traditionnelles, avec une famille qui a investi sur eux, qui a investi sur leur voyage, et qui espèrent une ascension financière et sociale pour tout le monde. Et ils portent ce poids sur les épaules, et quand ils commencent à s'ouvrir et à faire confiance, ils en parlent, et c'est aussi prégnant que le trauma, que la dureté du parcours migratoire, que la dureté du déchirement culturel, de la difficulté d'adaptation. Ce poids du mandat, il le traîne comme un boulet sur les épaules. Je ne sais pas si c'est le poids du mandat, mais du fait, comme je vous l'ai dit, on joue le rôle d'interlocuteur par rapport au lycée et autres. Donc j'ai vu beaucoup de bulletins de notes. C'est des bulletins de notes très honorables. On sent qu'il y a un effort qui est fait, que tous nos enfants français ne font pas toujours cet effort. Merci. Est-ce qu'on a une dernière question à l'un de nos 3 interlocuteurs, là? Oui, Laurent? Moi, je suis impressionné par le travail formidable qui est fait par nos interlocuteurs. Et vous avez donc accueilli beaucoup de MNA. Est-ce qu'après, une fois qu'ils sont sortis du dispositif, il y a des liens qui sont conservés avec vos structures ou avec des bénévoles du diaconat de Mulhouse, ou bien en fait ils disparaissent des écrans radars?
C'est vrai qu'on n'a pas organisé quelque chose de structuré pour suivre, si ce n'est l'enquête qu'on avait menée il n'y a pas longtemps. Et c'est ce qu'on regrettait un peu. On s'est dit il faudrait voir pour mettre en place quelque chose qui permette de garder du lien. En tout cas, le lien se fait, enfin c'est plutôt un passage qui se fait soit vers d'autres associations qui continuent à les suivre quand ils ont besoin encore d'accompagnement social dans l'hébergement, etc. Ou des associations qui ne sont pas forcément professionnalisantes, mais militantes ou d'entraide. Ça se fait, c'est les travailleurs sociaux qui font ce lien. Vous voulez rajouter quelque chose ? Je rajouterais que on est allé à la rencontre d'un échantillon de jeunes dans le cadre de l'écriture de notre projet de service, justement pour voir la différence des jeunes qui ont été pris dans notre nouvelle articulation, pris en charge avec la nouvelle articulation, et les anciens, et comparer un peu les retours d'expérience. Et de façon informelle, il y a beaucoup de jeunes qui passent au service, voir leurs anciens éducateurs, voir l'équipe, et on a quand même un fort maintien des liens post-SAMNA, si j'ose dire. Et pour ce qui est de l'accueil informel, on est en général au courant des mariages, des naissances, des choses comme ça. J'ai même, à une époque, j'avais un autre rôle dans le réseau et j'étais un peu leur point de contact unique. Ça m'est arrivé 3 ou 4 ans après que les gens aient quitté le réseau de recevoir un coup de fil juste pour donner des nouvelles.